Salut, bonjour, ici Adam, aux champignons, un dimanche. Écoutez, on va parler aujourd'hui de la France. Pourquoi est-ce que son état est si pitoyable? Pourquoi est-ce que rien ne va dans ce pays? On va vraiment se poser la question, à qui profite le crime? Pourquoi? Parce que ce pays subit euh, l'œuvre d'un sabotage qui a été très clairement planifié, qui est voulu. C'est clair et net, c'est-à-dire quand je peux vous donner un exemple précis. La plupart des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait l'ENA et tout ça, ils ont des cours d'économie. Ils savent très bien que si on détruit un pays à sa source, c'est-à-dire en enlevant sa productivité et sa production, et finalement en faisant en sorte que l'intégralité de son PIB soit en fait du PIB fantôme, c'est-à-dire qui ne produit rien, c'est-à-dire du secteur tertiaire, ça veut dire en gros de l'argent qui va de service en service mais qui ne produit rien, eh bien on sait très bien qu'en faisant ça, on détruit la fondation économique d'un pays. Donc ces gens le savent. Ceux qui dirigent ce pays savent. Ils sont bien au courant que la direction actuelle du pays va le mener à sa perte. De même, on peut parler d'immigration, ils sont aussi bien au courant que amener plus d'immigrés dans ce pays, c'est aussi diviser pour mieux régner, parce que les gens qu'on amène, les gens qu'on accepte et à qui on donne des aides sociales, sont des gens qui n'ont strictement rien à carrer du pays en soi, en tout cas, qui pourraient avoir quelque chose à carrer de ce pays, parce que je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés, je dis qu'ils voudraient vivre dans de meilleures conditions, la plupart d'entre eux. Mais vivre dans de meilleures conditions, ça suppose que la France soit une meilleure condition qu'ailleurs. Or, lorsqu'il n'y a plus de sécurité et de discipline et d'une certaine manière de cadre pour venir cadrer le confort et les ressources d'un pays, en fait pour venir cadrer finalement ce qui rend ce pays agréable à vivre, c'est-à-dire quand il n'y a plus de masculinité, la fameuse masculinité toxique, n'est-ce pas? Eh bien, le pays, en fait, ne permet pas, n'offre plus ses richesses. Pourquoi? Parce que, par nature, la masculinité est bonne. Elle ne cherche pas à agresser pour agresser. En fait, ce qui est trop drôle, parce que les féministes ne comprennent strictement rien à la masculinité. Si tu enlèves à un homme la possibilité de faire valoir sa masculinité, sa compétence, et d'avoir la récompense de ça, eh bien il va devenir aigri. Il va devenir aigri et surtout, il peut devenir violent. Pourquoi? Parce qu'il faut contenir la testostérone. La testostérone, ça ne se contient pas facilement. Donc finalement, une bonne partie de la violence de la société est en fait une masculinité qui a été réprimée, qui a été détruite en son sein, qui a été émasculée. Et si maintenant, donc finalement, comment on règle ce problème? Ce problème-là, on le règle en rajoutant un cadre plus clair, plus strict, et en donnant une voie d'initiation, une voie qui permettra à tous ces jeunes hommes de mettre leur énergie dans quelque chose de bon qui les rétribue. Or, c'est strictement impossible dans un pays qui ne produit rien. C'est con, hein? Mais moi, de 20 ans à 30 ans, bah, j'aurais adoré produire des choses. Travailler même, parfois, j'ai fait du magasin, j'ai fait presque de l'usine, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je rechignais pas pour autant. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on a besoin de leçons. On a besoin d'apprendre les choses à la dure. Et oh, ça tire par là-bas, les chasseurs. Euh, donc finalement, on a besoin de quelque chose qui vient nous apprendre que la vie n'est pas facile. Là, on est dans une société où on ne fait tout que par des aides sociales. Une société au confort, à la guimauve, au coton, plastifié, au polyester plutôt. Et dans cette société de plastique, de polyester, eh bien, on va faire croire aux gens, on va faire croire aux hommes, bah déjà on leur offre rien. Voilà, si tu veux travailler, bah tire à l'usine. C'est le mieux que tu puisses avoir. Et bien entendu, je parle sans diplôme. Et même avec un diplôme, aujourd'hui, c'est pas facile de trouver un boulot. Et sinon, bon bah voilà, plus ou moins la vie qui t'attend, c'est une vie où tu vas payer pendant 25 ans ton crédit et que tu en fait t'auras plus de pouvoir d'achat parce que tous les gens d'il y a 20 ans qui avaient du pouvoir d'achat et qui il y a 40 ans qui en avaient encore plus, eh ben aujourd'hui c'est terminé. Le pouvoir d'achat a baissé de 3 ou 4 fois en,
en 10 ans ou 20, en 20 ans ou 20-30 ans, je sais plus. Mais en gros, oui, il y a une grosse division par deux du pouvoir d'achat depuis 2010, un truc comme ça. Et avant ça, il y avait aussi de la division du pouvoir d'achat. Donc à la fin, je ne sais plus combien ça fait. Donc ce pays finalement est en train de crever. Pourquoi ? Parce que on n'arrive plus à créer de famille, on n'arrive plus à rien. Et en fait, eh ben, on va nous poser la vraie grosse question, on va continuer un tout petit peu là-dessus. Et la vraie grosse question, c'est à qui profite ce crime ? Pourquoi est-ce que ce pays est en train de mourir ? Et on se pose vraiment la question, parce que c'est le cas de la France, mais de l'Angleterre aussi. L'Angleterre, c'est vraiment notre sœur en termes de dégradation. Voilà. C'est un pays qui est en train de prendre aussi cher que le nôtre, et c'est absolument ridicule. Enfin bref. Vous savez, aujourd'hui, on peut voir des chiffres. Il y a un site qui s'appelle Numbeo. Et si vous ne parlez pas anglais, vous avez fr.numbeo.com. Donc Numbeo, c'est un site qui fait des indices de criminalité en se basant sur les avis des gens et aussi sur des chiffres ressortis. Des chiffres connus, quoi. Voilà. En se basant sur ces avis des gens et ces chiffres, et ben en fait, on se rend compte que la France est top 1. C'est-à-dire que c'est littéralement bien au-dessus de la Belgique, qui est numéro 2 de l'indice de criminalité en Europe. On est au-dessus de la Biélorussie, qui est 3e, à l'heure où je vous parle. Donc ça fait mal à entendre, parce que la Biélorussie, c'est vraiment pas un pays exempt. Et on est au-dessus d'eux. Et en fait, c'est catastrophique, parce que si maintenant on prend ce même indice de criminalité par ville, eh ben, sur les 10 premières villes, on a 3 ou 4 villes de UK, donc d'Angleterre, et 5 villes de France, quelque chose comme ça. Donc là, on se dit, putain, Lille, Nantes, Marseille, Paris, Lyon, Montpellier. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ce bordel ? Eh ben, ce bordel, il est simple. Il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus de masculin. Il n'y a plus de masculin sacré. Donc, il n'y a plus de cadre. Et surtout, il n'y a plus de récompense. Puisque le masculin récompense, il est par nature généreux. C'est pas du tout le cas du féminin. Et en fait, c'est ça qui est un truc de fou quand même avec ces féministes à deux ronds là, c'est qu'elles vont te faire croire que le masculin est celui qui vient et qui vole et qui prend. Mais c'est tout l'inverse. Un homme est heureux de pouvoir donner à sa femme. Il est heureux, ça le fait plaisir. Un homme est content de pouvoir payer un restaurant pour son date. Mais c'est normal, c'est naturel, c'est complètement en nous. Pourquoi est-ce que je ramène ça à masculin-féminin ? Parce que c'est la même chose. La gauche est profondément issue d'une manière de vivre féminine et la droite est profondément issue d'une manière de vivre masculine. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, gauche et droite, je vous préviens. L'extrême gauche, mais je parle de vraie extrême gauche, ceux qui font du maraîchage et de la permaculture, ces gens-là sont bien plus masculins que les gens de droite. Donc ça ne veut plus rien dire aujourd'hui gauche et droite, mais comprenez quand même qu'il y a une répartition des forces, du négatif et du positif, avec ces polarités qui sont yin et yang, et ça, on le retrouve à toutes les strates de la société, que ce soit en dessous de l'atome, avec les spins d'électrons, que ce soit dans l'atome même, que ce soit dans les molécules, que ce soit dans le corps, dans la société. Dans le corps, je parle bien entendu de homme-femme, dans la société, avec certaines organisations qui sont basées sur l'aide sociale, tandis que tu en as d'autres qui sont basées sur la récompense et comment ils appellent ça, méritocratie. Bref, donc cette organisation, elle est profondément universelle, dans le sens vrai du terme, c'est l'univers qui est fait avec du positif et du négatif. Si maintenant on passe notre temps à détruire en profondeur l'aspect positif d'une société qui est la masculinité, c'est qu'en fait on cherche à détruire la société elle-même. Pourquoi ? En taoïsme, pour faire grandir le niveau d'énergie d'une personne, il faut un équilibre entre le yin et le yang. Si on impair un des deux, on le casse, on l'empêche de grandir, l'autre ne peut pas grandir. Donc, un être qui est très équilibré entre son masculin et son féminin, ce que je prône depuis le début de cette chaîne il y a 9-10 ans, je viens de la reprendre la chaîne aussi, mais bon, c'est comme ça.
s'il y a un équilibre, en fait, on est capable d'aller très loin dans notre masculin et dans notre féminin. Et notre niveau d'énergie grandit et on devient capable de faire beaucoup de choses dans la vie. Aujourd'hui, j'ai un boulot, j'ai un side hustle, j'ai presque une auto-entreprise à côté. Je fais énormément de choses, j'ai un bon niveau sportif et je participe à des événements où ma sensibilité est souvent rétribuée pour venir faire le contre-pied d'un peu tout ça. Je joue de la musique, je danse et je participe à des cérémonies, des choses comme ça. Donc, beaucoup de masculin, beaucoup de féminin. Et c'est comme ça que mon niveau d'énergie grandit. C'est pour ça que je suis capable de faire plein de choses dans la vie. Maintenant, dans une société, la France, où on a détruit le masculin, eh bien en fait, on est face à ce problème que le féminin ne peut plus grandir. Pourquoi ? Le masculin a l'initiative sur le féminin qui lui nourrit. Si on ne donne pas à l'initiative la force d'exister, on ne donne pas au masculin de pouvoir créer son cadre, puisque la qualité numéro 1 d'un masculin, c'est de protéger en créant un cadre. Si le masculin ne peut plus cadrer la société, ce qui est en train de se passer depuis 15 ans, on obtient ce taux de criminalité qui est grandi, dont je viens de vous parler, ce taux de criminalité qui part en flèche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'hommes, la police ne sert à rien, vraiment c'est une catastrophe. Et vu qu'il n'y a plus de cadre, eh ben, le féminin ne peut plus s'exprimer. Puisque le féminin n'est pas à l'initiative. Exactement, comme en date, finalement, lorsqu'on va parler à une femme, c'est toujours, ça fait chier, je m'en suis souvent plaint dans ma vie intérieurement, je m'en plains pas extérieurement, je m'en plains intérieurement, mais c'est toujours à l'homme de tout faire. Il faut aller la voir, il faut revenir, il faut faire exactement comme en sales, comme en vente, il faut harceler. Il faut envoyer des mails, il faut aller sur plusieurs réseaux, il faut leur parler, il faut montrer qu'on existe. C'est relou, c'est chiant, mais le masculin doit faire ça. C'est l'aspect masculin qui doit faire ça. Et le problème, c'est que dans une société où la sécurité était encore confortable, c'est-à-dire il y a 45 ans déjà, quand mes oncles et tantes étaient jeunes et qui me racontent plein de choses, tu venais à parler une fille dans la rue, tu avais de très grandes chances que ça se passe bien, que ce soit très courtois, que ce soit un bon échange et que les deux soient contents. Aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un dans la rue, la peur, tu vois la peur dans ses yeux. T'as la personne qui est là, putain, qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? Tu vois ? Et t'es là, ok, ah ouais, non, écoute, excuse-moi, juste pour te dire, je te trouve vraiment très charmante, tu vois ? Et en fait, bon, alors c'est avec un exemple parmi tant d'autres, mais en gros, il y a une espèce de méfiance naturelle qui naît. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de cadre. Il n'y a plus de cadre. Qui dit qu'il n'y a plus de cadre, dit qu'il n'y a plus de valeurs communes aussi. Et moi, ça c'est un truc qui me manque terriblement, c'est dans les villages, c'est vraiment cet aspect de... je connais tous mes voisins, et lorsque je sors dans la rue, ouais, salut Hervé, salut Robert, salut machin truc, salut Pauline, salut tout ça. Tu vois, ça c'était pas mal quand même. Ça, je l'ai vécu un petit peu dans ma jeunesse, et ça me manque terriblement. Dans les villes, ça existe un peu trop peu, à part pour ceux qui vont tout le temps au bar et qui du coup passent toujours par le bar pour avoir ce sentiment-là. Mais voilà. Donc maintenant, on en vient à la vraie question de cette vidéo, c'est à qui profite le crime. Alors prenons un temps pour réfléchir. On va baisser, on sort un petit peu de ces émotions de colère parce qu'elles ont raison d'exister. Voilà. Et on va se dire une chose. Quelle est la différence entre la société d'il y a 45 ans et la société d'aujourd'hui ? Il y a 45 ans, nous avons encore une force industrielle. Nous créions énormément d'habits, de luxe. On avait encore nos anciennes industries qui ont quasi toutes fermé entre-temps. Donc que ce soit du fer, du charbon, du béton, des trucs, des machins. On avait quelques carrières. Mullertal, près de chez moi, qui fonctionnait encore. On créait des choses. Notre économie était encore solide il y a 45 ans. Ça, c'est la première grande chose, parce que qui dit économie solide dit énergie réelle. On produit une vraie énergie économique, on produit une vraie force économique. En gros, on produit un vrai ascendant sur la baseline, c'est-à-dire vraiment la base de l'économie internationale. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça.
Aujourd'hui, on observe un grand développement des inégalités. Les inégalités croissent énormément, très très fort. Et clairement, ce qui se passe, c'est que on a cette inégalité qui grandit. Alors, on peut observer une chose. Avant, quand tu étais un riche, tout le monde te connaissait. Donc, tu avais intérêt à être cool avec tes voisins. Tu avais intérêt à être cool avec ton village. Des fois, tu t'entendais avec le maire pour avoir des bonnes affaires. Et en même temps, tu profitais, tu étais une des personnes qui allait mettre de l'argent dans les fêtes du village, dans les choses, etc. Finalement, tu avais une espèce d'économie circulaire. Le riche du coin amène quand même de la richesse à sa commune. Aujourd'hui, si tu es riche, si tu arrives à bien prendre l'argent des gens ou des autres sociétés, puisque l'argent se prend, et bien en fait, tu es international. Tu es par défaut défiscalisé, pas défiscalisé, on en viendra à ça. Tu es par défaut anational, c'est-à-dire sans nation, parce qu'en fait, à partir du moment où tu deviens riche, bah, tu peux commencer à aller où tu veux dans le monde et travailler sur ton petit laptop, sur ton petit ordinateur portable. Et tu n'as plus du tout besoin d'être inféodé à ta réputation communale, à ta société, vraiment ta petite réputation autour, quoi. Tu n'as plus besoin de ça. Tu as plus besoin de tes relations. Tes relations deviennent internationales. Il vaut mieux avoir une relation à Dubaï qu'une relation dans ta commune, la plupart du temps. Et donc, en fait, les riches d'aujourd'hui ne sont plus nationalistes, par défaut. C'est-à-dire dans les actes. Ils peuvent le dire dans les mots. Ah, j'aime la France, machin truc. Mais dans les actes, ils ne le sont plus. Dans la richesse qu'ils apportent, ils ne le sont plus. Il n'y a plus d'économie circulaire. Donc, les riches. Mais attention, il faut faire vraiment attention. Ce n'est pas du tout de la faute des riches. Il y a un énorme biais qui est vraiment, mais ça me rend dingue. C'est parce que tu es riche, tu es un méchant. Nous, on est le peuple pauvre, et lui, c'est un riche. Parce qu'il est riche, c'est notre ennemi. Mais n'importe quoi. Ce raccourci-là, il est profondément dangereux. Il t'empêche de voir tes vrais ennemis. Il t'empêche de voir ceux qui sont réellement en train de te taxer là, tout de suite maintenant, sur ta fiche de paye. Et c'est pas les riches. C'est une petite frange de l'humanité, influencée par d'autres petites franges de l'humanité. Et toutes ces franges de l'humanité ont beaucoup plus de pouvoir, qu'ils soient financiers ou réels, ou effectifs, par l'État. L'État, c'est un pouvoir effectif. Ils ont la police avec eux, etc. Et en fait, le peuple se doit profondément d'arrêter d'être aussi con. Mais vraiment, les gens sont des bœufs. Riche égale méchant. Non, c'est pas comme ça. Normalement, tu vois, un gars comme Sarkozy, après son affaire au tribunal, il n'aurait jamais dû pouvoir avoir encore ses bénéfices. Il n'aurait jamais dû pouvoir encore être plus ou moins dans des hautes sphères de l'État. Et est-ce qu'on peut parler des Berlusconi, des je ne sais quoi ? Bien sûr. Tous ces gens-là, normalement, après leurs affaires, n'auraient pas dû être en politique. Mais ils le sont encore. Pourquoi ? Il faut se poser vraiment les bonnes questions. Le pourquoi des enfants, tu sais. Mais pourquoi ? Oui, ce pourquoi-là, il est profondément sage. On peut se poser vraiment la question. Pourquoi est-ce que les plus villes continuent d'être en haut de l'État ? Pourquoi est-ce que ces gros suiveurs, d'où il revient l'autre flanc là, tu vois, je me souviens même plus de son prénom, qui était, bref, c'est pas grave. Macron, pas Macron, mais je pensais pas à Macron, mais là Macron, ça me vient à la tête. D'où ? Pourquoi un mec qui a vécu les banques, qui a vécu une des atmosphères les plus corrompues ou les plus toxiques de ce monde, qui est l'atmosphère bancaire, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé dans les banques, qui m'ont dit c'est fini ça. Comme quand tu veux chercher une bonne assurance en ligne, tu passes par un courtier, voilà. Donc mon courtier,
il a passé par les banques, il connaît par cœur tout ça. Et cet homme-là, il m'a dit, mais c'est plus possible pour moi de travailler là-dedans. Et j'en ai plusieurs, j'en ai 3-4. Des gens qui m'ont raconté à quel point on est capable de forcer sur les gens, d'avoir des logiques vicieuses, du chantage, du rendement, que des trucs sales finalement dans cet univers bancaire. Et alors, pourquoi est-ce qu'un homme de cet univers-là vient et se termine à la tête de l'État? Et 2 fois en plus. Moi, j'ai quand même l'impression, plus le temps passe, plus je me détache du peuple. Je commence à vraiment ne plus aimer les gens. Je suis quelqu'un de très aimable, je suis un soleil, j'offre beaucoup d'énergie, je fais du bénévolat tout le temps. J'aime les gens, j'amène une plus-value là où je vais, je passe mon temps à vraiment produire des milieux chaleureux. J'aime faire ça. Mais je ne peux plus offrir ma confiance à des bœufs qui votent pour leur pire ennemi. Aujourd'hui, on en est à un point dans la société où le taux de criminalité numéro 1 en Europe, c'est la France. 55 points pour 49 en Belgique, en deuxième. Donc on est bien au-dessus de la Belgique, ce qui est quand même un truc de fou. Troisième, je crois que c'est UK, parce que je crois que... Ah non, c'est Biélorussie, c'est vrai. Dans cette société-là, moi j'ai pas spécialement envie de vivre là-dedans. Donc clairement, ça me plaît pas. Et ceux qui ont provoqué ça sont bien entendu les pourris du haut de l'État. Ça on le sait, tout le monde le sait. Mais c'est aussi le peuple. Maintenant, il faut que vous vous rendiez compte que votre voisin, votre voisine, même votre boulanger, n'est pas forcément quelqu'un de bien. Pourquoi ? Parce qu'il se refuse à mettre son putain de cerveau là où il le faut. On ne peut pas compter sur le cerveau de vache. Donc, pour cette raison, une partie de moi se détache complètement de ce peuple, que j'ai toujours défendu par le passé. Vous le savez si vous aviez regardé mes vidéos YouTube, j'ai commencé par la gauche d'ailleurs. J'ai commencé par la gauche politique avant d'avoir 19 ans et de me rendre compte que c'était que de la merde, que du mensonge. Mais en fait, depuis 19 ans, j'ai dévoilé mensonge après mensonge et je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin que ce que je pensais. On n'est jamais allé sur la Lune. C'est une connerie. Oups, j'aurais pas dû dire ça. La vidéo, peut-être qu'elle sera pas sur YouTube du coup. Bref, c'est pas grave. Ça fait partie des plus grands... On n'a plus le droit de dire ça, c'est interdit. Parce que la NASA a perdu tous les documents et toutes les preuves. Donc, la seule solution, c'est la suivante. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le riche qui, à l'époque, faisait vivre sa commune un petit peu parce qu'il injectait de l'argent dans les fêtes et des choses comme ça, et dans le luxe près de chez lui. Eh ben, il faut revenir à ça. Voilà, c'est simple. Donc, moi, j'ai mon propre plan de vie pour m'amener à une certaine forme de richesse. Je sais ce que je dois faire. C'est beaucoup de travail. Je sais ce que je dois faire. Et lorsque j'arriverai à ça, je vais recréer du local, un local de qualité, un local où tout le monde a envie de vivre. Et un local... Je peux pas tout dire. Je m'arrête là. Les gens qui veulent profondément changer le monde se doivent de se détacher du peuple. Parce qu'on ne peut pas être avec 50% des responsables de la misère de ce pays. C'est un pays du tiers-monde aujourd'hui, la France. Rendez-vous compte. Personnellement, voilà, j'en veux pas aux gens. Par contre, je vais pas être gentil avec eux. T'as vu ce qu'il a dit Macron? Moi je suis content que l'autre de droite là il soit revenu. Moi, quelqu'un qui me parle comme ça, je suis désolé, je le rentre dedans maintenant. Bref. Alors, on va terminer en se posant de nouveau cette question. À qui profite le crime? Donc, cette petite frange de l'humanité
qui influence le plus la direction que prend la France. C'est aussi un truc de masculin, ça, la direction. Tu détruis, c'est les deux trucs principaux. La direction et le cadrage. Et qui dit cadrage dit aussi protection. Ça va dans le cadrage. Donc les gens qui influencent, qui ont détruit complètement l'ancien cadrage de la France, qui ont détruit l'ancienne direction de la France qui était plutôt patriote, ça se voit encore dans les votes du peuple, eh bien ces gens-là, aujourd'hui profitent d'une forme d'immunité parce qu'ils sont à l'international. Ils profitent de l'énorme montée des inégalités parce qu'ils ont des fiscalistes, parce qu'ils ont leurs entreprises, parce qu'ils ont plein de choses avec eux. Ils ont leur système où ils peuvent blanchir de l'argent en passant par des bijoux et des montres, en passant... Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais le réseau est bien rodé de leur côté. Et ils ne payent plus de taxes. Tandis que le petit peuple, lui, il se fait baiser à 60% de ce qu'il gagne. Bon, ça c'est si tu es entrepreneur. Sinon, si tu es juste salarié, c'est 43%, je crois. Un truc comme ça. Donc, pendant que tu en as un qui se font... Voilà. Le petit peuple continue de payer pour les gros. Et quand je parle pas des petits, je parle pas des tout petits. Je parle pas des gens qui vivent en banlieue. Ces gens-là, ils profitent aussi du système. Mais il y a une frange du milieu, des gens qui travaillent, dont je fais partie. Mais heureusement pour moi, maintenant je travaille dans un autre pays que la France. Donc je gagne mieux ma vie. Amen. Ces gens du milieu qui travaillent énormément, ce sont eux qui se font ponctionner au maximum. Pourtant, ce sont eux qui produisent la vraie valeur du pays. Voilà. Donc, j'espère qu'avec toutes ces questions, vous arrivez mieux à cadrer, à voir un petit peu, à analyser d'où vient le problème. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux. Pourquoi je dis à qui profite le crime ? Parce que si on ne se pose pas ces questions et qu'on n'analyse pas ça profondément, on n'est pas capable de comprendre le jour où on va devoir attaquer quelqu'un, qui attaquer. Vous savez, lors des manifestations à Paris, j'en ai fait quelques-unes, j'ai fait plusieurs actes des Gilets jaunes, et ben en fait on était un troupeau, quoi. On se faisait gazer de temps en temps et on faisait rien. On brûlait des voitures de pauvres gens qui n'ont rien demandé. Voilà. Chaque acte des Gilets jaunes, il y a eu 2-3 voitures brûlées. Heureusement, c'était pacifiste. Mais bon. Et en général, c'était pas des Gilets jaunes qui brûlaient les voitures, hein. C'était des jeunes cagoulés. Et qui payent là-dedans, c'est pas ceux qui nous ont foutus dans la merde, encore une fois. Donc à un moment, s'il faut attaquer quelqu'un, il faut que l'attaque soit précise, il faut qu'elle soit chirurgicale, il faut qu'elle soit sur les bons. Donc, j'appelle pas à la révolution, par contre, je pense qu'elle va arriver. Je pense qu'on peut rien y faire, je pense qu'elle va arriver. Et je pense que tous les gens à la tête de l'État aujourd'hui sont déjà en train de se prévoir leur petite propriété secondaire quelque part ailleurs dans le monde pour quand ça va arriver. Parce que c'est qu'une question de temps. Le pays va trop mal. Et malheureusement, un état de maladie n'est jamais agréable à vivre. Lorsqu'on a la grippe, qu'on a des courbatures partout, qu'on est cloué au lit, ça fait chier. On n'est pas bien, on n'a pas envie d'avoir ça. Et pourtant, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir passer par là à l'échelle nationale. C'est-à-dire un petit instant de guerre civile, comme il s'est passé au Népal. Ouais. Au Népal, renseignez-vous sur le Népal, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais le Népal, effectivement, a bien cramé et les ministres ont été chassés, ils sont partis par hélicoptère, certains se sont fait pourchasser en calbute dans la rivière, certains ont vu leurs femmes brûler dans une maison, enfin bref. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et pour cette raison, je vais continuer à peut-être faire quelques petites vidéos sur cette chaîne, sur un peu tout ça. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, puisque c'est ça le seul acte révolutionnaire que vous pouvez avoir pour l'instant tant que vous n'avez pas de thunes. C'est l'empathie, c'est prendre soin d'eux, et surtout aussi tenir d'un pied ferme les positions que vous avez lorsque vous avez compris enfin qui sont les vrais ennemis. Donc quand quelqu'un va me parler de j'aime bien Emmanuel Macron, vous lui rentrez dedans. Non, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Tu es en train d'aimer ton pire ennemi, tu es en train d'aimer celui qui a détruit le pays. Alors, évidemment,
mettre la cause de la destruction du pays sur celui qui n'est qu'à l'intermédiaire, en réalité, il fait pas partie, c'est pas lui qui dirige le pays. C'est ça qui est terrible avec la présidentielle à la française. C'est que lui, il ne fait que appliquer les règles qui permettront à une certaine caste de continuer d'avoir tous leurs avantages sans perdre leurs inconvénients, et aux lobbies et aux autres influences de pouvoir rester là où ils sont. À qui profite le crime? En tout cas pas à nous. Pour avoir vécu énormément, moi, de remises en question, lorsque je me suis remis en question, ce qui s'est passé, c'est que l'intégralité de mon corps a changé de direction, et j'ai été capable d'avoir la volonté de faire des choses que je n'étais pas capable de faire avant. Et bien c'est ce qui va se passer avec ce pays. Donc j'aime beaucoup cette magnifique phrase de Sainte Thérèse de Lisieux qui dit « La France va toucher le fond très très bas, mais elle va être la première à se relever. » Pour moi, ça, je le sais, c'est une réalité. C'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Et lorsqu'on est dans un état d'esprit qui est maladif, avant qu'on tout dans notre corps va droit dans le mur. On fait des choix de merde, on n'est pas bien. T'imagines quelqu'un qui est tout le temps en colère avec sa femme, ou alors une femme qui fait tout le temps de la manipulation sur son homme, parce que les deux sont horribles à vivre. Et toute la direction est mauvaise. Mais un moment, un jour, sur une seule remise en question, tout peut changer. L'intégralité de la direction du corps peut changer. Les idées entières peuvent changer. Et je le sais, le corps humain, ou plutôt le corps français, le corps national français, le peuple, mange encore bien, prend soin de sa santé, a encore un certain degré de conscience assez intéressant. Et finalement, ce corps français, pour moi, est encore prêt à accueillir une gouvernance bonne. Mais pour ça, il faut l'équivalent d'une prise de conscience, mais à l'échelle nationale. Parce qu'une prise de conscience à l'échelle individuelle, elle te fait changer de direction. Une vraie prise de conscience, elle te fait changer de direction. Point. Tu n'es plus capable de faire les mêmes conneries qu'avant. Mais une prise de conscience à l'échelle nationale, ça va être pareil finalement. Elle va nous faire changer de direction. Et j'espère, elle nous vaccinera assez contre l'état de maladie profond dans lequel nous sommes ancrés et auquel nous n'hésiterons pas à un moment à devenir des cancers dans le corps national. Voilà, c'est qu'une question de temps. Mes amis, prenez soin de vous. À bientôt.